la question climatique sur laquelle se sont engagés beaucoup de citoyens, de scientifiques, d'entreprises, d'acteurs de la vie économique et sociale, crée pour l'humanité tout entière une situation d'urgence. La France a pris des engagements, particulièrement lors de la COP21, et nous avons une stratégie à poursuivre. Car c'est un défi pour toutes les sociétés contemporaines. Il nous faut aussi, pour réussir cette transformation, cesser de produire ces énergies carbonées sur notre territoire. C'est en ce sens que nous avons décidé de fermer l'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022. Nous avons décidé de fermer l'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022. L'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022. Des centrales à charbon d'ici 2022. À charbon. À charbon. À charbon. Là, t'as le panache. À gauche, là-bas. Là-dessus. Alors, ça fait bizarre, hein, parce que quand tu te dis que ça, il n'y en a plus que 3 en France, après des années et des années et des années de fin de fonctionnement, après la Seconde Guerre mondiale, là, on est vraiment sur la fin, quoi. Comme marquer le paysage, là, les grandes tours pendant des décennies, quoi. Ça peut... Si tu veux parler de la centrale Émile-Chet, tu dessines juste un aéro-réfrigérant, tu sais où t'es. Tu n'as même pas besoin de juste envoyer, on sait de quoi on parle. Les aéros comme nous on a, ça se fait plus. Quand tu es au pied comme ça, ouais, c'est 120-130 mètres. Quand on pense au charbon, on imagine les mines, les gueules noires, la poussière. Mais pour mon frère et moi, le charbon, c'est surtout une odeur. Une odeur qui prend à la gorge, âcre, puissante, écœurante pour beaucoup. Pour nous, cette odeur est celle du retour chez nous, celle du bonheur de l'enfance, des vacances, nous qui passions tous nos étés à Saint-Avold, au pied de ces tours. Notre grand-père, Raymond, a travaillé à la centrale à charbon Émile-Huchet dès son ouverture en 1951, jusqu'à l'aube des années 80. Elle était toute sa vie. Mais la fabrique à nuages, comme nous l'appelions, bien que familière, est demeurée mystérieuse pour nous, presque interdite. Alors, avant que la centrale ne ferme définitivement, nous avons enfin pu y pénétrer, filmer ses derniers moments, être là quand tout allait s'arrêter. La cuve de graissage, huile de graissage, 42 000 litres à peu près, hein, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qui sert à graisser les paliers de la turbine. Oui, je vais graisser la turbine. Ok? C'est bon? Voilà, et puis après, si tu as les autres, tu as les réchauffeurs, tout ce qui est soulèvement pour l'arbre, mais qu'on ne peut pas expliquer. On va entraver le broyage. Hein. Il voulait voir des gens qui travaillent. Ah bah, tu peux lui monter en haut au niveau d'un broyeur. Hein. L'intérieur d'un broyeur avec le galet. La piste, l'intérieur plutôt.
le charbon qui est emmené par un extracteur, comme ça. Un extracteur, c'est un convoyeur mais à chaîne qui nous emmène le charbon brut dedans, qui est broyé par les galets. C'est soufflé à la chaudière. C'est le combustible. Bien, on va reculer parce que c'est bon. De la plateforme de la chaudière, un vieux bâtiment attire notre attention. Il abrite la première turbine de la centrale. Dans cette immense salle construite en 1951, promise à une destruction prochaine, des centaines d'ouvriers et de techniciens se sont succédés pendant des décennies, participant à cette ère du charbon qui a reconstruit la France et rendu la Lorraine prospère. La salle des commandes, où notre grand-père a travaillé comme chef de car. 70 ans plus tard, les mécanismes se sont automatisés. Les écrans d'ordinateur ont remplacé les lampes et les boutons, mais le métier reste le même. Donc, angle 1, BBB 104 Oui, 33 mètres. Attention, je l'ouvre à 100%. OK pour nous. Je referme. On essaie le FBA 113 RA. Allez, hop là. C'est parti, j'ai lancé un ordre d'ouverture. OK pour nous. Je réouvre à 100%. OK, c'est bon pour nous. On redispose. On attaque l'ordre de grade. Nos écrans, c'est des écrans de contrôle généraux. Tu as toute l'installation qui est représentée en fait. Je peux te faire un petit explicatif. Ouais, vas-y. Ouais. Alors, on a des broyeurs, tu injectes du charbon, tu l'injectes en chaudière, tu fais ton feu, tu transformes de l'eau en vapeur, et cette vapeur à une certaine pression, une certaine température va être envoyée sur la turbine, qui elle tourne à 3000 tours minute, et tu as l'alternateur, donc, qui est la dernière étape de cette turbine, qui transforme en fait en énergie ce que tu vas envoyer sur le réseau. Et donc, on a une turbine de plusieurs dizaines de tonnes. Oui, plusieurs centaines de tonnes qui tournent à 3000 tours minute, effectivement. Tu vois là. On est en 2999. Et on a une consommation de 215 tonneurs de charbon. Pour faire, si tu veux, les 577 mégawatts demandés. Si tu vois qu'avec 600 mégawatts, tu alimentes le foyer de 600 000 personnes, il y a de la puissance derrière quand même. Et forcément, de l'extérieur, Oui. la chose la plus grosse, c'est les nuages de vapeur. Là, tu as l'aéroréfrigérant. En fait, si tu veux, c'est ce que tu vois, c'est de la vaporisation. C'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau. Donc, contrairement aux idées perçues, c'est essentiellement de l'eau transformée qui sort de cette tour aéroréfrigérante. C'est un système de refroidissement en fait. Donc ça c'est le côté vapeur. Et tu as effectivement la cheminée, donc où c'est de la fumée. J'allais dire, et la pollution maintenant là-dedans. Et la pollution, on est dans les normes européennes et les normes françaises surtout. Et le carbone. Le carbone forcément, mais Là. le carbone en fait si tu veux, il n'y a pas de système de captation de CO2 qui existe à l'heure actuelle pour décarboner entièrement une installation. Donc si tu veux, on l'a subi forcément, on brûle du charbon. On doit quasiment tout au charbon. Donc c'est difficile de dire stop. Moi à l'époque, quand je suis rentré, l'énergie, mais tu seras jamais au chômage. Ton boulot, il est là jusqu'à la fin. Quand j'étais pris, quand je vous parlais du syndicalisme, c'était ça. Ton avenir est tracé, t'es ici, t'es là jusqu'à la retraite. Ça, et vous y croyez, parce que oui, ça tourne, oui, vous êtes sur l'énergie. Et là, non. Alors, quand on était en 2018, à ce moment-là, je dis, waouh, oui, injustice totale, injustice totale.
C'est l'esprit qu'on a. On sait, voilà, on commence à savoir que ça pollue. On se dit, mais attends, pourquoi nous, on se fait taper sur les doigts et pourquoi ils font rien pour le reste? Donc il y a cette forme d'injustice-là, oui, c'est, j'allais dire, c'est comme au bord de la route. Hein. Vous êtes 50 à crier le feu rouge, ils n'en prennent qu'un, quoi. Et merde, ça tombe sur nous, pourquoi nous? Donc il y a ça. Et après, effectivement, quand on vous dit la production de CO2 s'étend, le réchauffement, les gaz à effet de serre et tout, et puis là, vous dites, ouais, mais oui, finalement, quand vous en avez conscience, oui, il faut arrêter, quoi. Voilà, donc on est au magasin principal de la centrale Émile Huchet. Donc il y a des pièces, effectivement, il y a des stocks zéro, où on ne recommande rien, sauf sur des stocks sécurité qui vont être déclenchés automatiquement sans passer par la maintenance. Et du coup, maintenant, elles vont encore les pièces. Alors, on va se débrouiller parce que bon, celles qui sont en place, apparemment, ne sont pas trop abîmées. Bon, là, on voit des coussinets de turbines où on voit, où c'est clairement marqué dessus. On voit bien que c'est marqué ici, à réparer. Donc là, de fait, celui-là, on ne pourra pas l'utiliser. Hein. Ça, maintenant, ces pièces-là, elles vont partir à la casse ou elles vont être vendues à d'autres à l'étranger ou Moi, je suis plutôt d'avis. Notre turbine, il faudrait la garder. Il faudrait la garder comme nos voisins allemands qui, eux, ont mis à un moment donné des centrales en cocon et puis ils sont bien contents de les avoir actuellement. Et puis la crise qui est mondiale, je dirais, pas que européenne, elle est mondiale, donc montre bien qu'à un moment donné, il faut avoir un plan B. Et le plan B, il est là pour la France. Le plan B, on remet la centrale Émile Huchet en route. Certes, c'est peut-être que 600 mégawatts, mais ils sont nécessaires. Nécessaires ne serait-ce rien que pour maintenir notre réseau, pour qu'il ne se casse pas la figure. Hein. On serait les premiers à n'être pas contents le soir quand on rentre, qu'on ne peut pas allumer sa lampe ou ne serait-ce que charger son portable. Donc je pense qu'il faut la garder, peut-être pas la faire tourner toute l'année, mais à des moments bien précis. Et puis on n'est encore pas prêt à faire cette transition, il faut qu'on y arrive, mais il va falloir encore quelques années à devoir compter encore, je pense, que sur le charbon. Mais ça, c'est que mon avis, quoi. Voilà. Une tranche comme la nôtre, quand on est au max et on nous dit maintenant il faut arrêter, on met 1 heure pour s'arrêter. Mais on ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas un bouton. Oui, oui. Contrairement à ce que certaines personnes de Paris croient. Ce qui est intéressant dans la manière dont vous en parlez, il y a vraiment un lien direct entre ce que vous faites et les fours, quoi. C'est clair, oui. Une centrale nucléaire, nous, sur la production électrique, on a ce qu'on appelle la base. C'est-à-dire, la RTE, ils ont leur courbe de consommation, vous prenez la crête la plus basse, et ça, c'est la base. Et le nucléaire, il fait ça. Et toutes les crêtes, c'est nous. Les crêtes, qui peut le faire? Il n'y a que les centrales thermiques. Alors, quand je dis thermique, ça englobe le gaz. Dans le temps, il y avait du fioul, maintenant il n'y a plus de fioul, mais il y avait le gaz et nous, quoi. On démarre très vite, on varie la charge très vite, que le nucléaire ne sait pas faire, quoi. Aujourd'hui, c'est pas l'éolien et le solaire qui vont faire ça, bien au contraire, quoi. Donc c'est pas pilotable, c'est pas gérable. On l'a vu là, maintenant il n'y a plus d'anticyclone parce qu'il pleut, mais on l'a vu que quand il faisait beau, j'ai pas vu beaucoup d'éoliennes tourner, quoi. Je ne critique pas le système, mais... Donc c'est une énergie qui n'est pas gérable. La consommation, elle est restée là, mais la production derrière, que par les éoliennes, elle est néant, quoi. Donc il y avait vraiment que les thermiques à flamme comme les nôtres qui peuvent s'adapter, quoi. T'as trouvé, Denis? Ouais, T'arrives à rien faire, non? je t'en donné 6 devant moi et aucun numéro nulle part. Le bypass, c'est la 814. Là-dessus, tu as le volant et tu as une petite poignée que tu tournes, tu vois. Alors, il faut pousser le volant pour l'embrayer, puis t'as la manette, tu sais.
la centrale va fermer. La nostalgie imprègne déjà les lieux. Jean-Pierre Dame a connu et côtoyé notre grand-père à Émile-Huchet. Il est un peu un trait d'union entre nous et lui. Presque son double aussi. Même fierté du travail accompli, même affection pour sa centrale et ses collègues. Notre grand-père y a pourtant laissé une partie de sa santé. Problèmes respiratoires, surdité, mais jamais il n'a voulu en tenir la centrale pour responsable. Ça fait 50 ans? Ouais. Dans 10 jours. Donc t'avais quel âge quand tu es arrivé? 18 ans. Et alors, ça fait... Ça fait un peu drôle, mais ça fait surtout que j'ai en mémoire les images lorsque j'arrive au 2e étage, en me présentant au secrétariat du chef de centrale pour me dire voilà, je viens du bureau des embauches des houillères de Merlebach. Je me présente pour postuler à une place d'électricien et je vois les images, je les vois encore comme si c'était hier. Enfin, les mots comme dit, c'est une image forte qui restera gravée à vie, enfin, dans mon mémoire. Voilà. Puis tout autour des moments forts de ma carrière aussi. Que ce soit en tant qu'électricien. L'atelier qui a disparu malheureusement, en tant que syndicaliste, c'est toute une vie. C'est quand même quelque chose qui est très, très, très émouvant pour moi parce que il faut avoir vécu ici, il faut avoir connu ce que nous avons connu, des moments difficiles, des moments de joie, des moments de tristesse. Et tout ceci se résume là en quelques images, juste en regardant par la fenêtre. C'est fou, hein? Ouais. C'est fini. La centrale est arrêtée. L'ensemble du personnel a été licencié. Et le dernier pan de l'industrie qui fit les grandes heures de la Lorraine disparaît. Du moins, c'est ce qu'on croyait. La guerre en Ukraine déclenchée le mois précédent et la moitié des centrales nucléaires françaises à l'arrêt ont changé la donne. Des bruits circulent déjà sur une possible réouverture.